Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Bienvenue où que vous soyez. Au nom d'IFC, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce programme spécial autour d'une thématique plus que d'actualité aujourd'hui, celle de l'inclusion financière. L'inclusion financière à travers ou plutôt grâce à la FinTech et à l'innovation. Nous nous trouvons aujourd'hui au 18e étage de la tour CFC, Casablanca Finance City, qui est hub, ou en tout cas futur hub régional de la finance. Et nous sommes ici pour parler de futur, pour parler d'avenir, de l'avenir de la FinTech au Maroc et en Afrique. Alors oui, la FinTech est en train de connaître vraiment un développement exponentiel et supersonique, en témoignent ces chiffres. D'ailleurs, la FinTech ne connaît pas, ou n'a pas connu la crise en 2020, 105 milliards de dollars d'investissement en 2020. 2 personnes sur 7 ont utilisé une forme ou une autre de FinTech pendant la même année. Alors oui, un développement mondial, comme je le disais, à vitesse supersonique, mais cela dit, ça peine à décoller en Afrique de manière générale et au Maroc de manière toute particulière. Il suffit de voir ces chiffres encore une fois qui témoignent un peu de ce rythme assez lent du décollage de la FinTech en Afrique. 1/100 des 105 milliards de dollars qui ont été investis en FinTech ont été investis sur le continent. Alors, nous sommes donc aujourd'hui là pour discuter, pour aussi trouver des moyens, des insights afin de faire de la FinTech un moyen d'innovation financière, mais pas que, un moyen d'inclusion financière. Alors oui, certains évoquent au Maroc des problèmes de réglementation, mais nous n'oublions pas cette culture du cash, cette culture du papier. D'ailleurs, moi-même, je l'ai, j'ai des fiches en papier dans les mains, et qui fait qu'effectivement, ça peine à décoller au Maroc. Et ce taux de bancarisation, quand même important par rapport à d'autres pays africains qui arrivent aux environs de 80%, alors qu'en Afrique, 350 millions de personnes ne sont toujours pas bancarisées. Donc, aujourd'hui, il est question d'innovation, il est question de FinTech, d'agilité. Il y a un concept que cette Covid-19 nous a appris, c'est bien l'agilité. Alors, sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir d'introduire à présent, pour donner un peu le coup d'envoi de ce programme spécial, Maktar Diop, directeur général d'IFC, ancien vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures stratégiques et notamment, surtout numériques, hein, c'est notre thématique aujourd'hui. Il est surtout recordman quand il occupait le poste de vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique avec 70 milliards de dollars déboursés donc pour le continent africain. Et aussi, il connaît bien la banque puisque c'est là, à la banque, où tout a commencé pour lui. Maktar Diop, je vous invite à donner le là à ce programme spécial. Merci. Merci beaucoup Khadija, c'est un plaisir énorme d'être avec tout le monde ici et d'être d'abord, félicitations, il n'y a pas que des hommes et ça fait plaisir d'être un panel qui parle de FinTech, qui parle de technologie, qui parle de digital, où on n'est pas entouré de personnes, d'hommes. Et je crois que ça montre le dynamisme que nous avons dans le secteur au Maroc et la vision que vous avez de l'avenir de ce secteur. J'étais la semaine dernière, j'ai eu à intervenir, nous avons lancé au niveau de Vivatech, la SFI, on a participé au World qui va avoir lieu sur l'Afrique. Et cela est une priorité pour nous, la SFI. C'est quelque chose qui, pour nous permettra justement de préparer, d'aider notamment à l'inclusion financière en Afrique, mais également de permettre de créer ces unicorns dont on rêve tous et qu'on espère qu'ils émergeront d'Afrique. L'inclusion financière est quelque chose d'essentiel, comme on le sait. Et quand on parle d'inclusion financière, on parle d'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle de réglementation. Quand on parle de réglementation, on parle de sandbox. Parce que ça bouge très vite dans le monde de la FinTech et souvent les réglementations et les règles qui organisent l'industrie traînent un peu. Il y a toujours un effet de rattrapage. Et les pays qui ont réussi justement à avoir des technologies et des réglementations qui soient adaptées à leur réalité sont celles qui ont testé cela de manière dynamique et d'où le contexte de sandbox. Et je crois qu'une des questions une des leçons de la crise du COVID-19, c'est que
pendant que les fintechs ont réussi à s'ajuster en réduisant des fois leurs coûts, réduisant leurs fees, réduisant un certain nombre de coûts pour s'adapter et répondre à la demande qui était croissante et qui était dans des secteurs beaucoup moins traditionnels, et il y a une nécessité de voir également la réglementation changer, s'adapter et être plus agile. Donc première grande leçon de cette crise, c'est que l'agilité qu'on voit dans le secteur doit être reproduite dans la réglementation, dans le cadre réglementaire, et comment travailler avec les pouvoirs publics dans ce domaine. On a une étude, et peut-être qu'on pourra envoyer à un moment le lien à nos collègues, qui a été préparée avec Cambridge University et la Banque mondiale, qui parle un peu de la réaction des startups et des fintechs, particulièrement à la suite de la crise du Covid-19. Et il donne une perspective intéressante et des chiffres intéressants, je ne vais pas vous les répéter, mais je crois que c'est une étude qui serait utile de voir parce qu'elle permet de comparer un peu ce qui se passe dans les fintechs sur le continent africain et ce qu'on voit sur les marchés émergents en général. Mais tout cela, vous allez en parler, je suis sûr, et vous avez un certain nombre d'idées dans ce domaine. Donc, juste pour conclure, le groupe de la Banque mondiale et la SFI se préparent l'année prochaine à organiser nos assemblées annuelles à Marrakech. Ce sera pour nous un grand événement. Et certainement, en préparation de cet événement, Khadija, si vous le souhaitez, et si les participants qui sont ici le souhaitent, nous voudrions organiser une série d'événements qui puissent mettre en exergue un peu ce qui se passe sur le continent, voir les défis et utiliser cette grande rencontre qu'il y aura en octobre prochain à Marrakech pour pouvoir vraiment mettre la discussion sur les fintechs au centre de la problématique du développement et de la reprise économique que nous connaissons. Nous parlons de Rebuilding Better, et on parle de reconstruire différemment. Ce sera une reconstruction qui sera plus inclusive, qui sera plus verte, qui permettra de tirer profit d'innovation pour pouvoir justement amener sur le marché un segment de la population qui n'en a pas encore bénéficié. Donc je m'en arrête là, parce que je suis sûr que la conversation sera très intéressante et j'apprendrai beaucoup de ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on échangera également avec vous, on aura l'occasion d'échanger avec vous ainsi que de nos panélistes distingués qui sont avec nous aujourd'hui et qui représentent tous les acteurs majeurs de l'écosystème. Merci beaucoup, Maktar Diop. Alors, vous avez parlé, Maktar, de licorne. Hein. On rêve de licorne et on rêve de licorne made in Maroc parce qu'in fine, la fintech n'est pas simplement utilisée comme moyen de paiement ou de financement, elle est utilisée dans beaucoup de secteurs. D'ailleurs, je vous propose, et pour nous rapprocher davantage, pour toucher un peu un exemple concret, d'ailleurs un peu plus concret parce qu'il s'agit de terre, une agritech marocaine, mais pas que, une agritech marocaine est présente également en Afrique. Et d'ailleurs, son fondateur est avec nous, mais je vous propose d'abord de la découvrir. سويت اخويا زادتنا بزاف المعلومات على حساب السقي على حساب الري كنا كنسقيو عشوائيا ما نعرفوش التوقيت اللي نسقيو فيه يعني الا كان الشتاء كيفاش نسقيو باش ما نكثروش الماء بزاف التوقيت ديالو شحال تعطينا باش نسقيو وفي شكل الصيف عاوتاني كذلك باش ما نضيعوش الماء بزاف كنا كنبدلوا الماء بزاف وما عارفينش شحال القدر ديال السيكتورات تقريبا شحال نعطيو في السيكتور واش ساعه واش نص ساعه واش يعني عاونتنا بزاف ولينا كنعطيو الماء يعني في التوقيت ديالو والمقياس ديالو ما بقيناش كنبدلوا بزاف ولات مردوديه مزيانه ولا كيشيط لينا يعني الماء كنا كنبدلوا يعني الماء بزاف كان كيضر الفلاحه بزاف وما كتكونش مردوديه مزيانه على حساب لا التشجير ولا الفلاحه.
Oui, alors je vous disais que donc, le papa de cette agritech, Sowit, est avec nous et il aimerait partager avec nous son expérience et inspirer. Bonjour, donc déjà merci de m'accueillir aujourd'hui pour partager l'expérience de Sowit. Je partirai du Maroc pour aller au Sénégal parce que certains d'entre vous connaissent très bien. Nous étions il y a quelques jours justement pour accompagner les équipes locales sur le salon de la foire agricole du Nord de Saint-Louis et le salon à Dakar. Et je vous inviterai pour ceux qui n'y ont pas été et qui peuvent y aller et rouler un peu, à faire 2 trajets. À faire Saint-Louis-Matane, tout le long du fleuve, et voir ce que le monde peut accomplir en périmètre irrigué nord sur 70 000 hectares avec du riz paddy et des parcelles qui font 12 tonnes par hectare de rendement. Et de voir ce Sénégal-là à la poursuite de son autosuffisance alimentaire, et en même temps de revenir à Saint-Louis et de redescendre vers Dakar, de longer le bassin des Niayes et de voir des terres magnifiques, sablonneuses, limoneuses, reconnues d'ailleurs par USAID comme étant les terres les plus fertiles de la sous-région et qui pourtant sont tout simplement vides. Quand vous approchez de Dakar, vous avez donc la nouvelle ville, Djamena Dial, et quelques bassins de production de manguiers principalement, où vous retrouvez de la performance. Tout ça pour dire que le continent dans son ensemble a 2 visages. Un visage de développement, d'émergence, et un visage en réserve. Et c'est justement cette réserve qu'on n'accepte pas à Sowit. On n'accepte pas de rouler 5 heures et de voir des centaines de milliers d'hectares de terres non cultivées, pourtant compétitives, pourtant sur des filières relativement structurées, qui exportent, qui font entrer de la devise et qui améliorent le quotidien des agriculteurs africains. C'est pour ça qu'au quotidien, on les accompagne avec de la donnée. Notre métier, c'est de traiter de l'imagerie. Satellites, drones, smartphones, même un smartphone de première génération, et de réussir à dire à l'agriculteur quelle est la meilleure décision à prendre. Quand est-ce qu'il faut irriguer? Quand est-ce qu'il faut fertiliser? Est-ce que c'est le moment de récolter? Et aller jusqu'à lui dire quel sera son rendement. Parce que c'est là effectivement où se joue aussi la différence, c'est le rapport au marché. Le fait que le pisteur arrive, impose son rendement. Le fait que les agriculteurs ne sont pas suffisamment organisés pour peser et pour tirer le revenu qu'ils méritent de leur production. Et c'est en cela que s'est développé tout l'axe FinTech à Sowit, vis-à-vis premièrement des assureurs, parce que cette information de rendement elle est essentielle pour aller construire de l'assurance paramétrique, avec des travaux qui ont été menés avec la SCOR en tant que assureur sur plusieurs pays, mais aussi vis-à-vis des banques. Parce que quand vous appréhendez un agriculteur et qu'il vous dit je fais de l'abricot et je fais 15 tonnes, ça peut être aussi bien 5 tonnes que 35. Donc, comment dimensionner ce risque? Comment vous positionner sur ce financement-là? Et comment l'accompagner pour tirer le meilleur de cette production? Et c'est quelque chose qu'on envisage aujourd'hui avec un acteur comme la BCP par exemple, sur le sujet du crédit scoring. Cette réserve de développement qu'on ne supporte pas à Sowit, elle est liée aussi au fait qu'on a un continent sur lequel on envisage les choses avec 3 challenges très importants. Le premier, d'ordre réglementaire, vous en avez parlé. Importer un capteur qui communique en LoRa pour avoir une information de santé de sol, ça vous prend 6 mois. Comment faites-vous par rapport à vos concurrents? Donc il faut redoubler d'ingéniosité. Il faut avoir un bureau à Tunis, un bureau à Dakar, un bureau à Casa, un bureau à Paris, et c'est la réalité des opérations, pour pouvoir être à l'état de l'art. Le deuxième sujet, il est d'ordre talent. Comment vous pouvez recruter les meilleurs talents qui sont sur le continent, mais qui sont recherchés à une échelle internationale. Et c'est parce qu'on construit une revanche de l'Afrique sur elle-même, sur le fait qu'elle n'arrive pas à se nourrir aujourd'hui, mais qu'elle est engagée sur ce chemin, qu'on arrive à attirer des talents. Ils peuvent être indiens, mexicains, marocains, sud-africains, mais on se regroupe tous autour de ce défi-là, qui est de ne pas supporter de rouler 5 heures sans voir 1 hectare de culture dans une terre qui est fertile. Et enfin, le dernier défi qui est celui de l'innovation et de la recherche, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans recherche. Et c'est là où les partenariats de recherche sont essentiels, l'INRA au Maroc, le CIRAD à une échelle européenne, ILRI en Éthiopie, des centres qui ont prouvé leur capacité à comprendre les cultures africaines et à mieux appréhender l'agriculteur, à mieux comprendre sa performance, son rendement, optimiser son itinéraire technique. Notre objectif à Sowit, c'est de couvrir 5 millions d'hectares en service. Aujourd'hui, on en fait 45 000 dans 8 pays africains, à travers plus de 11 000 utilisateurs finaux. Notre objectif, c'est de couvrir 5 millions d'hectares, parce que 5 millions d'hectares, c'est ce qu'emblave tous les ans le Maroc en céréaliculture, et ça peut changer un pays. Aujourd'hui, la donnée est un facteur essentiel de l'accélération de l'inclusion financière, parce qu'elle permet de mieux appréhender les différents acteurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, l'imagerie, l'intelligence artificielle offrent l'opportunité de la massifier et de donner accès à l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur, générant un saut qualitatif qui est plus que nécessaire sur le continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamza Shaham. Vraiment, vous êtes à applaudir.
vraiment, c'est très, très inspirant. Et puis, on vous suit, vous parlez avec vos tripes, comme on dit, et ça fait plaisir. Et puis, vous avez un peu aussi lancé notre panel, parce que vous avez parlé un peu des freins, mais aussi des opportunités, et puis aussi des objectifs. Vous avez parlé de cet objectif de 5 millions, que j'applaudis encore une fois, vraiment. Bravo. Et sans plus attendre, c'est une immense joie pour moi de présenter nos chers panélistes aujourd'hui autour de ce panel sur l'inclusion financière et comment justement booster cette inclusion financière grâce au FinTech, grâce à la FinTech et grâce à l'innovation. Et tout d'abord, je commencerai par Mariam Zairi. Bonjour Mariam Zairi. Alors, je rappelle donc que vous êtes Senior Managing Director MENA du Fonds d'innovation CEAF. Vous êtes présidente aussi de la commission CGEM Startup et Transformation Digitale. Et pour rappeler par rapport au Fonds d'innovation CEAF, donc vous supervisez la Practice Innovation à l'échelle globale. Alors, Mariam a 20 ans d'expérience en capital investissement en Europe et en Afrique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle est passée par la case, non sans dégâts, entrepreneuriat. Donc, elle connaît vraiment les soucis de l'entrepreneur. Merci de vous joindre à ce panel, Mariam Zairi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour discuter d'un sujet aussi passionnant que les FinTech. Et vous l'avez dit, il faut être entrepreneur et l'avoir senti dans la chair pour être un bon investisseur et être capable d'avoir la capacité de communiquer et de comprendre en fait les entrepreneurs en face ainsi que leurs ambitions. Je vais intervenir sur deux paquets, effectivement. Nous y reviendrons. Je continue de présenter le reste de nos panélistes. Si Mohamed Hourani, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président-directeur général de HPS et bien sûr ancien président de la CGEM de 2009 à 2012. Alors HPS, fondée en 1995, elle est aujourd'hui présente avec plus de 400 institutions présentes dans 90 pays. Bravo. Merci. Merci aussi de vous joindre à nous et de partager avec nous votre expérience qui, je suis sûre, servira à notre audience et aux gens qui nous suivent, aux entrepreneurs qui nous suivent. Merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi. Merci. Alors, bien sûr, le secteur bancaire, on ne peut pas programmer un panel sur la FinTech sans évoquer le système bancaire. Driss Bennouna, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge des services technologiques, organisation et qualité à la banque, au CIH Bank. Et aussi, vous avez été amené à conduire de nombreux projets bancaires dans les domaines des services électroniques, à savoir le multicanal, la banque à distance, la transformation digitale. Et j'insiste parce que vous avez été le premier à vous présenter de tous les panélistes. Donc la banque, elle est vraiment prête à accompagner cette transition de FinTech au Maroc. Merci, c'est un honneur pour moi d'être présent. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci. À ma droite, Hazim Sebata, directeur général de Cash Plus. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, la distance est respectée pour la distanciation Covid. Alors, Hazim, juste pour le présenter davantage, plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, pareil comme Mariam Zairi. Vous êtes donc DG de Cash Plus et on rappellera que Cash Plus est un établissement de paiement agréé par Banque Al Maghreb. Après, on verra pour l'opérationnalisation de cet agrément comment ça se passe après avec vous. Ça marche. Merci de vous joindre aussi Merci au panel. Merci de votre invitation. Et un autre exemple, on a vu l'exemple de Sowit tout à l'heure, un autre exemple d'une start-up qui a réussi, qui s'est envolée, celle cofondée par Zineb Drissi Khaitouni. Il s'agit de Dabadoc et je suis sûre que pour notre audience marocaine, on est plus d'un ou d'une à avoir cliqué pour prendre rendez-vous. Vous nous avez sauvé la vie, j'ai envie de dire. Bonjour Zineb Drissi Khaitouni. Bonjour Khadija. Je rappelle aussi donc que vous avez fondé en 2014 Dabadoc et qu'aujourd'hui, Dabadoc a été nommé Technology Pioneer en 2019 par le Forum économique mondial. Mais pas que, mais vous allez aussi partager avec nous les challenges que vous rencontrez dans le everyday, dans ce que vous vivez en tant que start-up et notamment par rapport au rôle des FinTech. Merci encore à vous de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation de la part de l'AFC. Merci. Alors, on va commencer par vous, Mariam Zairi. Donc, vous avez cette approche de fonds d'investissement. Quelle est votre analyse des mécanismes de financement mis à la disposition des FinTech au Maroc?
et aussi dans la région Maghreb, parce que vous connaissez également. Bon, merci beaucoup. Alors, effectivement, le secteur de FinTech est un des secteurs les plus attractifs en termes d'investissement à l'échelle continentale. Preuve en est, c'est qu'à peu près 30% en fait, des fonds qui sont levés sont alloués à des FinTech à l'échelle continentale. Et cette tendance ne fait qu'être accélérée et renforcée. Accélérée parce qu'on a eu effectivement une pandémie qui a montré que le secteur des FinTech était nécessaire pour la résilience économique et sociale, effectivement, de nos économies, mais également soutenu par des tendances de fonds. Vous en avez parlé, Khadija, au début, une faible bancarisation, une prédominance du cash dans nos économies, effectivement une jeunesse, alors une population majoritairement jeune qui est digital native et qui a besoin de ce type de services financiers digitaux. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, comme le mentionnait Hamza au début, cette aussi populations qui sont enclavées et qui ont très peu accès ou pas du tout accès à des services et notamment des services financiers. Et donc là-dessus, la FinTech arrive comme un véritable vecteur non seulement d'inclusion financière, de résilience et de développement économique et social et sur lequel le continent peut effectivement appuyer. Maintenant, quand on regarde cette performance et qu'on regarde dans la réalité des faits, en fait, plus de 90% des investissements sont concentrés en fait dans 4 pays du continent. Et donc la part de Lyon en partant avec plus de 50% dans le Nigeria. Donc quand on regarde dans le Maroc, on est à des niveaux très très bas, effectivement, en termes d'investissement. C'est un segment auquel on croit beaucoup. Mais si on regarde un petit peu la typologie ou comment l'état des lieux de ce secteur de FinTech, je vais retenir 2 tendances de fond qui me semblent importantes à partager. Un cadre réglementaire qui reste quand même restrictif, même s'il y a eu quelques avancées en la matière, mais on espère qu'il va y en avoir un petit peu plus sur le sujet. Puis le deuxième sujet, c'est que quand on regarde la typologie des acteurs dans FinTech, en fait, il y a une prédominance forte des acteurs bancaires, marginalement quelques opérateurs telco, mais malheureusement, ils sont très peu présents, les pure players, en fait. Et c'est ces pure players qui sont locomotives, qui sont capables d'apporter un service qui soit complètement adapté et customisé aux besoins de ces populations qui ne sont pas bancarisées. Et donc, comment nous, au sein de CIF et en tant qu'investisseurs, je vais quand même finir sur un sujet plutôt positif parce qu'on croit beaucoup à ce potentiel. Et on croit beaucoup à ce potentiel parce qu'on pense que, preuve en est, c'est que plus de 50% de notre portefeuille est investi dans des FinTech ou des sous-jacents autour de la thématique FinTech. Donc, il y a effectivement une dynamique à laquelle on croit beaucoup, mais notre approche d'investissement a été légèrement modifiée, adaptées par rapport aux dynamiques de marché. Ces dynamiques de marché, elles favorisent le développement de ce que j'appelle moi des acteurs enablers. C'est quoi les acteurs enablers? Ce sont des gens qui, à court moyen terme, dans lesquels on investit parce qu'ils vont permettre 2 choses. D'abord, de pouvoir travailler sur les sujets réglementaires, les contraintes réglementaires, et puis surtout d'avoir les prérequis nécessaires pour l'arrivée sur le marché des pure players, que ce soit locaux, continentaux ou internationaux, qui, eux, vont pouvoir réellement démocratiser les services financiers. Alors, quand on parle de démocratiser ce service financier, on a l'exemple, par exemple, avec nous, c'est Mohamed Hourani à la tête de HPS. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une potion magique, un ingrédient magique pour que les entreprises FinTech se développent malgré, n'est-ce pas, ces freins réglementaires, etc. Et parlez-nous justement, de par votre expérience, les leçons tirées pour développer sa FinTech malgré tout ce qui a été cité, que ce soit par Maktar Diop ou Mariam Zairi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut prendre cet exemple d'HPS, qui a quand même 26 ans, il faut le rappeler. C'est une société spécialisée dans le paiement électronique, donc nous sommes fournisseurs de technologies dans le monde du paiement, principalement aux banques, mais aussi à tous les acteurs financiers qui sont dans le domaine du paiement. Et il y a 26 ans, si aujourd'hui on parle de difficultés, imaginez ce qu'étaient ces difficultés il y a 26 ans. Et donc en fait, quand on a créé HPS, il fallait d'abord qu'on ait une vision claire, une ambition claire aussi. Et on était très ambitieux à l'époque déjà, on se voyait parmi les top 10 au niveau mondial, donc on avait beaucoup d'ambition, chose qui a été réalisée effectivement en 2010.
Et je crois que ça serait intéressant de partager avec vous un petit peu les phases de développement de HPS. Ça peut inspirer. En général, quand on parle d'une start-up, donc il y a des phases qui sont reconnues académiquement. Il y a la phase d'idéation, après la création, après l'amorçage, après on passe à l'accélération, soi-disant la croissance, et puis on termine par l'expansion. On a suivi à peu près le même cycle. Donc on a créé HPS en 1995, donc c'est la création, mais la grossesse c'était quelques mois, un an et demi. Donc on essayait de faire de l'idéation autour de notre projet. Ensuite, on est passé à une phase qu'on a appelée opportunité. Donc il fallait qu'on se fasse un an, qu'on capte des marchés. Et ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, on s'est aperçu qu'on avait un produit complètement complet, disons comme on en voulait, et sachant qu'on l'a développé en interaction avec le marché, d'où la nécessité de tenir compte de la réalité du marché et de ne pas, je dirais, rêver dans un atelier, dans un laboratoire. Ensuite, on est passé à la phase d'industrialisation, et c'est là où on a fait appel à 2 investisseurs du capital risque qui ont pris à l'époque chacun 12,5% de HPS, moyennant 20 millions de dirhams. Donc on a pu lever 40 millions à l'époque, c'était en 2002, 40 millions, ce qui nous a permis un petit peu de financer notre croissance. Et on a ouvert le premier bureau à Dubaï, et puis la suite a suivi. Et on a aussi refait notre le système que nous avons développé, une nouvelle version, beaucoup plus structurée, plus facile à maintenir, etc. On s'est réorganisé, donc on a mis tout l'argent qu'on a pu récolter dans la croissance de l'entreprise. Ça a duré 3 ans. Ensuite, on est passé à une phase d'expansion qui a duré à peu près 7 ans. Donc là, en fait, aussi, on tirait sur tout ce qui bouge, on devait avoir des parts de marché. Et on l'a fait de manière assez réussie. Et ensuite, on s'est dit, c'est bien de faire de l'expansion, mais encore faut-il assumer cette expansion. Donc on est passé à une phase de consolidation. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu acquérir, comment s'assurer que ça ne risque pas de jouer de sale tour, parce qu'en général, on peut être aussi victime de sa réussite. Et ça a duré à peu près 4-5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de diversification. Aujourd'hui, autour de la marque, donc on a créé une marque qui s'appelle HPS, un produit qui s'appelle PowerCard, qui est assez connu. Aujourd'hui, on a plus de 400 banques et institutions financières qui utilisent notre produit dans le monde, dans les pays les plus développés, aux États-Unis, au Japon, en Europe, dans tous les pays occidentaux. En Afrique, on est numéro 1 au niveau africain, on a plus de 40 pays qui utilisent nos solutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à maturité, et donc maintenant, à nous d'imaginer l'autre phase qu'on doit démarrer bientôt. Ou d'être la locomotive pour les startups. Par rapport à ce point-là, effectivement, nous avons un rôle de locomotive. Effectivement, nous travaillons avec beaucoup de startups. Je vous donne un exemple concret. Il y a 1 an à peu près, nous avons mis en place un POC, Proof of Concept, avec la Banque Al Maghreb pour l'utilisation de la blockchain comme technologie. Et on a utilisé la gestion comme objet, la gestion des subventions publiques moyennant le mobile. C'est tout simplement extraordinaire. Et on a fait ça avec une start-up qui nous a apporté sa technologie blockchain. Et on l'intégrait parfaitement dans notre système, dans notre écosystème. Et on avait un système qui marchait et qui était, le moins qu'on puisse dire, impressionnant. Parce que la FinTech, ce sont des solutions innovantes, mais ce n'est pas que pour le paiement, pour lever des fonds comme le fonds d'investissement, des fonds d'investissement, mais il s'agit aussi d'assurance, de blockchain, comme vous l'avez cité, ou encore de healthcare. Nous y arrivons. Mais alors, nous avons le secteur bancaire qui est présent. Alors, je ne vais pas vous poser la question classique. Est-ce que vous pensez que c'est une menace par rapport aux banques classiques, la FinTech? Je ne vous la poserai pas, mais comment justement votre banque, CIH Bank, exploite l'innovation et la technologie pour améliorer sa proposition de valeur d'abord, et puis pour renforcer sa mission, qui est aussi celle de l'inclusion financière? Exactement, merci. CIH Bank a compris très tôt, on va dire plutôt début des années 2010, que la transformation du secteur bancaire est une nécessité. Et donc pour cela, elle a commencé déjà à se transformer elle-même et à innover toute seule. Dans un premier temps, que ce soit de l'innovation
technique ou de l'innovation pas uniquement technologique, ça peut être de l'innovation marketing, de l'innovation assez simple. Et très vite, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ouvre cette innovation au marché. Donc on a eu une première expérience qui a été ce qu'on appelait à l'époque un hackathon. On a été la première banque à faire le hackathon sur place. On a eu pas mal d'idées qui ont été primées et on a même donné quelques bons de commande. Mais malheureusement, on a constaté que ces hackathons, les startups en devenir, je vais dire, n'étaient pas encore matures et on se retrouvait sur des échecs ou sur des choses qui n'avançaient pas. Et donc on a fait une deuxième tentative, mais cette fois-ci on l'a fait plutôt dans une logique start-up déjà présente, déjà constituée. Mais on a pris des idées communes, donc un genre de concours sur des start-up déjà constituées, mais ce sont des idées à nous, qu'on a données à ces start-up et qui aujourd'hui ont pu délivrer. Donc on a des choses aujourd'hui qu'on utilise qui sont venues de start-up. On peut parler de la banque sur WhatsApp, on est quasiment la première banque à l'avoir fait. On a des choses qui sont dans les tuyaux, qui arrivent, développées avec des start-up déjà constituées. Et la troisième phase sur l'innovation et les idées, c'est qu'on a commencé aujourd'hui à faire participer notre propre personnel à ce qu'on appelle de l'innovation interne. Donc on a des concours d'innovation annuels et que les porteurs d'idées, 3 porteurs d'idées sont primés et on va jusqu'à la mise en œuvre de l'innovation qui a été remontée par nos collaborateurs internes. Et parfois ce sont des innovations basées sur des technologies existantes, donc très faciles à mettre en œuvre, et parfois ce sont des innovations qui nécessitent à ce qu'on fasse appel à des idées, des sociétés externes qui viennent nous aider à faire aboutir nos idées. Donc, conclusion de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place au niveau du CIH cette façon, on va dire, de consommer de la technologie vis-à-vis des startups. Et ce n'est pas nouveau au CIH, Horani ne nous l'a peut-être pas dit, mais quand HPS était une startup, un de ses premiers clients a été le CIH qui lui a fait confiance, je crois que c'était en 96 ou 97. 96, exactement. Donc, et aujourd'hui, on est encore client de PowerCard, donc une collaboration réussie depuis presque 25 ans. Et donc, voilà donc ce que j'allais dire. Et en parlant d'innovation, pour parler aussi de l'inclusion financière, il y a aussi une idée qui est apparue, qui est une innovation simple parfois, c'est qu'on s'est aperçu qu'au-delà à certains moments, quand on parlait de part de marché ou de secteur, plutôt de taux de bancarisation au niveau du secteur, à un certain moment, on est arrivé à saturation. Et que lorsque les banques faisaient de l'acquisition de nouveaux clients, c'était plus des clients d'autres banques. Et on ne s'attaquait pas aux clients non bancarisés parce qu'ils étaient jugés non rentables. Je m'excuse d'utiliser ce terme. Bancables. Ou bancables. C'est là où l'idée du CIH est apparue et on s'était dit aujourd'hui quels sont les nouveaux arrivants sur le marché de la banque. Ce sont les jeunes. Et comme on a dit tout à l'heure, les digital natives, les jeunes qui consomment du digital. Et ça a été le pari de la banque de faire confiance aux jeunes. Et aujourd'hui, on a plus de 80% de notre portefeuille de clientèle qui a moins de 30 ans. Et donc, c'est une puissance, que ce soit au niveau de la clientèle, mais c'est aussi une puissance en termes d'apport d'idées et on va dire, qui nous tire vers le haut. Et de volume aussi. Et de volume, effectivement, mais au-delà du volume. Mais aujourd'hui, pas mal d'idées qu'on a, pas mal d'innovations qu'on fait ou pas mal de changements qu'on fait viennent de nos clients. Et parfois uniquement des réseaux sociaux. Il suffit qu'on Vous êtes à l'écoute. Voilà, on est à l'écoute des réseaux sociaux pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Et celle qui a été un peu à l'écoute d'un besoin que nous avons il y a quelques années maintenant, c'est vous, Zineb Dressi Khaitouni, donc en cofondant d'Abadoc. Alors, selon aussi, encore une fois, comme avec M. Horani, j'aimerais que vous partagiez avec vous vos insights, votre expérience par rapport à la manière de comment faire de la FinTech un catalyseur d'innovation. Mais écoutez, déjà, je pense que vous l'avez mentionné, la FinTech, c'est un secteur qui est très très vaste parce qu'il touche pas seulement la partie paiement,
mais aussi tout ce qui est lending, donc notamment les plateformes de crowdlending, la gestion d'actifs, les prêts aussi. C'est vrai qu'ici au Maroc, on se concentre beaucoup sur la partie paiement. Tout simplement parce que aujourd'hui on a besoin de nouvelles méthodes de paiement pour encourager une population qui est non bancarisée. Les solutions de FinTech aujourd'hui, c'est des solutions qui sont très innovantes, qui viennent aujourd'hui apporter une meilleure expérience de l'utilisateur réellement, qui viennent aujourd'hui améliorer les process opérationnels des entreprises. Et donc les FinTech sont vraiment une solution pour toutes les plateformes digitales. À mon sens, la FinTech, c'est vraiment la clé. C'est un catalyseur pour le développement des plateformes digitales et notamment pour les services e-commerce. Je prends l'exemple des services e-commerce tout simplement parce que c'est ce qui est aujourd'hui, je dirais, en vogue. Mais avec les services e-commerce, par exemple, nous avons un énorme challenge qui est celui de la faible pénétration des paiements par carte. Et je pense que Sehourani et M. Benouna peuvent le confirmer. Aujourd'hui, toutes les grandes plateformes e-commerce font du cash on delivery avec tous les risques qu'ils prennent pour faire du cash on delivery. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise dans la health tech, ce frein est un frein majeur pour nous, tout simplement parce que les populations qui sont non bancarisées aujourd'hui ne peuvent pas accéder aux soins à travers le digital. Et par soins, je parle de téléconsultation, par exemple. Et on l'a tous vécu pendant le confinement, où on a réellement été bloqué pendant des semaines, des mois chez nous, et donc on ne pouvait pas avoir un suivi avec notre médecin traitant, ou ne serait-ce que consulter un médecin, et il fallait le faire à travers des téléconsultations. Nous, on a répondu à ce besoin, on a répondu très très rapidement, mais on a aussi réalisé qu'il y avait un frein. Les populations non bancarisées n'ont pas pu avoir accès aux soins pendant ces périodes-là. Et donc, c'est là où, justement, l'inclusion financière au Maroc, il faut relever les taux d'inclusion financière tout simplement pour donner accès à ces populations à une meilleure qualité de vie et aussi éviter qu'il y ait cette fracture, je dirais, numérique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux populations, une qui avance avec le numérique et une qui n'avance pas avec le numérique, et donc ça crée des populations qui avancent à deux vitesses différentes. Et donc aujourd'hui, les FinTech sont une solution, justement, c'est peut-être un peu un cercle vertueux, mais sont les solutions pour l'inclusion financière. Et la FinTech, ou les FinTech d'une manière générale, sont vraiment un pilier, moi je dirais un pilier fondamental pour développer et pour créer de l'innovation. Aujourd'hui, il n'y aurait pas un Uber, il n'y aurait pas un Airbnb, il n'y aurait pas un Amazon s'il n'y avait pas de plateforme FinTech. Je vais prendre l'exemple de Stripe, c'est une plateforme FinTech aux États-Unis qui aujourd'hui est utilisée par des milliers d'entreprises. Ces milliers d'entreprises emploient des millions d'employés et donc ça crée de la valeur. Donc il y a là aussi un cercle vertueux. Donc l'innovation, je dirais que elle vient bien évidemment grâce aux FinTech, et ces FinTech, je pense que Mme Zahiri l'a mentionné, doivent être accompagnés parce que les FinTech sont eux-mêmes des startups, hein, vous l'avez bien mentionné, on commence tous en tant que start-up. Elles sont très agiles et elles avancent à un rythme très vite. Les cadres réglementaires ne sont pas peut-être forcément adaptés, et donc les lois, le cadre réglementaire doit aussi avancer aussi rapidement que ces entreprises-là. Donc oui, les FinTech sont vraiment un catalyseur d'innovation, et je pense que s'il n'y a pas un développement d'un écosystème adéquat, on ne peut pas créer plus d'innovation, on ne peut pas encourager de nouvelles startups à émerger. Donc c'est vraiment, je pense que je viens de le dire, c'est vraiment le besoin de créer un écosystème en bonne et due forme. On ne peut pas penser à la FinTech sans penser à l'inclusion financière. C'est vraiment, là encore, c'est l'œuf et la poule. C'est le serpent qui se mord la queue. Absolument. Bon. Alors, Hazim Sabata, je voulais finir vraiment avec les défis, hein, et surtout comment vous avez, chez Cash Plus, surmonté ces défis et ces challenges par rapport au développement justement de la FinTech, ou en tout cas de l'inclusion financière via la technologie. Je
Bon, donc je parle du cas Cash Plus peut-être à travers vous avez le t-shirt carrément. Alors oui, il y a eu des défis. Cash Plus créé en 2004. Je vais faire un fast-forward pour ne pas parler du démarrage et de la création de l'entreprise. 2013, on se retrouve, c'est un concept qui commence à bien fonctionner. 2013, deux gros défis, un en termes de gouvernance et un en termes de capacité de financer la croissance. Alors on a répondu aux deux en ouvrant notre capital. Donc on ouvre notre capital à un fonds d'investissement qui nous a accompagnés à partir, donc ça s'est fait en 2014. Ça nous a apporté, oui, de l'argent pour pouvoir investir, mais ça nous a apporté surtout tout un ensemble de, on va dire, de bonnes pratiques en termes de bonne gouvernance. À partir de là, un autre défi peut-être, c'est celui de la culture. C'est une entreprise qui a d'abord été une PME familiale qu'il a fallu transformer en start-up. Donc il a fallu faire un peu le chemin, un peu à contre-courant au début, mais transformer en start-up, c'est-à-dire en termes de culture, en termes d'agilité, de mindset finalement, de capacité à innover vite, à se tromper vite surtout. Donc ça a été un défi qui a plutôt réussi et qui est peut-être aussi la base, c'est grâce à ça finalement que le reste de l'histoire a pu être écrit. Il a fallu également, il y avait aussi un autre défi, c'était celui de la technologie évidemment, puisque notre secteur d'activité, à l'époque c'était le transfert d'argent, cash to cash. Nous y avons amené beaucoup de technologies pour anticiper évidemment les technologies futures, et puis surtout, pour venir s'ouvrir sur le monde. Alors, un terme qu'on n'a pas encore utilisé, bizarrement, API, Web Service, ce sont des termes dans notre jargon au quotidien. Toutes les fintechs sont dans cette terminologie. Donc, il a fallu rapidement, pour pouvoir se connecter au monde, pour pouvoir se connecter à nos partenaires, donc s'ouvrir à travers ces API, mais également s'ouvrir en ouvrant à la franchise. En fait, notre réseau, nous avons un réseau aujourd'hui de plus de 4000 points de vente au Maroc. Nous l'avons fait parce que la technologie l'a permis. C'est vrai qu'il y a un effort de recrutement, d'animation, etc. Nous sommes aussi une entreprise de distribution, mais surtout parce que la technologie a permis de se connecter avec ces gens-là, individuellement. Merci la technologie pour ça. Alors, il y a eu aussi un autre défi, c'est la croissance. La croissance elle-même peut être un défi, et encore plus quand on est en hyper-croissance, donc il a fallu l'anticiper évidemment, l'animer, la gérer, et ça, se doter des moyens humains. D'abord, j'insiste sur les moyens humains. On n'avait pas de problème particulièrement d'argent, mais par contre, qui va porter cette croissance, qui va porter la vision stratégique, qui va penser la vision stratégique d'abord. Et donc, il a fallu s'entourer des bonnes personnes. Là encore, ce n'est pas grave, on se trompe parfois on se trompe en choisissant des personnes ou pas, c'est pas grave. On avance de toutes les façons et on va apprendre ensemble. Donc ce défi a été un défi important, c'est de savoir s'entourer. Et puis, alors, il y a eu un défi, je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais dans notre secteur, ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup les banques sont présentes, ou les filiales de banques, etc. Et à un moment donné, on s'est senti un peu orphelin. On s'est senti tout seul. On n'a pas de banque dans notre capital. Et on s'est retrouvé dans un secteur assez compétitif où il y a de gros acteurs. Donc il a fallu raisonner en start-up qui croit. Nous y avons cru. Et je dois dire aussi que nous sommes dans un secteur qui est régulé. Et merci Banque Centrale parce que le fait que ce soit régulé, on a pu faire notre chemin à l'intérieur de cet écosystème. Finalement, la réglementation, je me permets de vous interrompre, n'est pas un frein. Dans ce cas-là, le fait que ce soit régulé, c'est-à-dire qu'il y a eu libre concurrence. Très bien. En tout cas, nous avons bénéficié de cette capacité. Donc un point positif de la réglementation, parce qu'on n'en a entendu que des négatifs depuis tout à l'heure. Donc là, ça m'a interpellée. En effet, il y a du positif dans la réglementation en place. Évidemment, comme il y a des choses, des pistes d'amélioration, forcément. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que ça a été les défis majeurs que l'entreprise, qu'on est passé par ces défis-là pour pouvoir être l'entreprise que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que le défi, c'est que de temps en temps, en fait, on nous sollicite. Est-ce que vous ne pensez pas vous internationaliser? Est-ce que vous ne pensez pas aller voir ailleurs? On ne s'est pas organisé encore pour ça, mais voilà, on y pense seulement. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle d'inclusion financière et, via le tech, et vous avez gardé quand même le mot cash
Non, mais c'est... Parce que c'est la réalité. Cash plus... Ben oui. Mais parce que, justement, cette inclusion financière, c'est pour aussi réduire l'utilisation du cash. C'est pour ça que ça va... Je viens de percuter. Hein, on y revient, mais il y a un peu plus que le cash. Certainement. Bon, alors, Maktar Diop, en écoutant ces dames et ces messieurs sur leurs expériences, sur leur vécu et aussi sur leur... tout simplement leur vision de la FinTech et de son rôle. Que pouvez-vous peut-être... Qu'avez-vous ressenti en les écoutant? J'ai ressenti beaucoup d'énergie, beaucoup de variations autour du même thème. Et je crois que c'est ça un peu la réalité de la FinTech. Mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est cybersécurité. Et je crois qu'on arrive à un moment où on est en train de parler de FinTech, on voit de plus en plus la menace que ça constitue au développement du secteur. Donc je crois que travailler sur les questions de cybersécurité, il y a la responsabilité du public, mais je crois qu'on a une opportunité aussi intéressante de voir des startups commencer à travailler dans ce secteur également de la cybersécurité, qui, à mon avis, si on ne fait pas attention, sera un obstacle très très important au développement de la FinTech dans les pays émergents. Vous avez parlé tantôt de blockchain, je suis tout à fait convaincu que c'est aussi quelque chose qui doit être plus utilisé. On a actuellement des P2P et on a, je dirais, des paiements d'utilisation de paiements digitaux juste pour une transaction, mais on ne supporte pas des contrats. Et je crois que pour qu'on puisse arriver à avoir des contrats qui soient supportés par des paiements électroniques, l'utilisation du blockchain est très très importante, particulièrement dans les environnements où le système juridique est relativement faible. On n'a pas, je ne dis pas que je ne parle pas du Maroc, je parle des pays en développement. Donc je crois que le blockchain, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup également pour développer l'utilisation du FinTech. Un troisième élément que je voudrais mettre, c'est la réglementation. On est tous d'accord qu'il en faut, simplement qu'il y ait des mécanismes également pour tester des réglementations qui permettent de voir si certaines réalités qui n'ont pas été encore réglementées le seront. J'ai vécu l'époque, moi, où Voice over IP n'était pas réglementé. C'était considéré comme ces autres services qui étaient. Ça fait très 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 longtemps. Il y avait à ce moment-là des failles énormes et des obstacles. Il a créé une situation de monopole où on ne permettait pas à des gens de faire de la voice over IP et créer la concurrence. Donc je crois que s'adapter rapidement dans ce secteur, c'est quelque chose auquel je crois. Troisièmement, le Maroc a des ressources humaines de très haute qualité, particulièrement des ingénieurs. Et quand je parle de cybersécurité, c'est pas seulement aujourd'hui, mais on est en train d'arriver dans l'ère des ordinateurs quantiques, quantum computing. Et là, ce sera vraiment très compliqué. Si nos pays n'anticipent pas vraiment ces challenges technologiques. J'étais très impressionné de voir qu'il connaît mieux mon pays que moi-même. Il connaît le Sénégal très bien et je crois que ce que vous avez dit sur le rôle de l'agriculture, la technologie dans l'agriculture est quelque chose de très très important. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez ce que Stripe a fait? Stripe a racheté pour 200 millions Paystack, qui est une start-up nigériane. Donc, ça montre le dynamisme qu'il y a en Afrique. Le dynamisme qu'il y a en Afrique, c'est qu'il y a des start-up nigérianes, marocaines, etc., qui sont en train de se développer et qui sont en train aujourd'hui d'être rachetées par les publics. 200 millions. Tout de suite par quelqu'un qui a monté sa start-up, Paystack, c'est pas très vieux. 10 ans. Oui, 10 ans. Stripe est valorisé à 100 milliards de dollars. Voilà. C'est ça la réalité et je crois qu'il faut le dire aux gens parce que tout le monde croit que nos startups, elles font quelque chose ici. Mais nos startups sont valorisées sur le continent africain, elles sont valorisées par le marché international. Et nous, à la SFI, notre rôle en tant qu'institution globale, c'est de mettre ces interfaces, de permettre aux gens aux États-Unis de comprendre ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au nord de l'Afrique, de comprendre ce qui se passe au sud de l'Afrique à Dubaï, etc. Et je crois qu'on peut trouver des solutions qui permettront justement de pousser le développement du continent africain. Et à travers ces startups. Mariam Zaheri, quels sont selon vous les changements peut-être de politique à apporter afin justement de mettre en avant ces startups pour qu'on puisse aussi aspirer à ce qu'on ait, comme le disait aussi tout à l'heure Zindressi Khatouni, un écosystème. Quelles sont les politiques à adopter?
Je vais repartir sur la note positive qu'on a Tant mieux. laissée. Il n'y a pas que du mauvais dans le cadre réglementaire. La preuve en est, c'est qu'il y a eu quelques avancées l'année dernière. Merci la crise du Covid-19 qui a permis un peu d'accélérer tous ces mouvements-là et de créer une véritable dynamique positive qu'il faut aujourd'hui renforcer vers plus de digitalisation, vers la dématérialisation. Et donc, il y a une dynamique qui est positive. En termes de réglementation, il y a eu le moratoire fiscal qui est un point important en fait pour l'onboarding, notamment des commerces traditionnels qui sont le nerf de la guerre, et je pense que Cash Plus ne peut pas dire le contraire, pour pouvoir l'adoption, parce que la question de FinTech, on peut en parler, ou de mobile money, on peut en parler des années, mais sans adoption en fait d'un véritable réseau de distribution, qui est un réseau de distribution fait essentiellement de commerce traditionnel, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut onboarder ces acteurs-là. Il y a eu également une mesure qui est venue pour le EKYC, faciliter l'ouverture des comptes. Donc quelques pas sont là, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin et il faut le faire de manière à construire une vraie infrastructure pérenne, inclusive et qui soit vraiment créatrice de valeur. On l'a dit, le potentiel est là. Les dynamiques de fond, les sous-jacents sont là, c'est-à-dire ils sont là pour durer. C'est du macro dont on est en train de parler, c'est pas demain que ça va changer. Et le besoin est là. Maintenant, quand on réfléchit, si on doit dire quels sont les piliers, moi je vois un pilier d'abord en premier lieu qui est important. On revient au cadre réglementaire. Il faut un cadre réglementaire qui puisse être favorable non seulement à ces startups fintech, mais également aux capitaux providers qui, eux, vont pouvoir adresser ces marchés-là et accompagner, on l'a vu dans les différents cas de gens autour de la table, toutes ces startups qui sont plus des startups qui ont bien grandi depuis, ont été accompagnées à un moment ou à un autre par des fonds d'investissement qui ont permis l'accélération de leur développement. Donc sur ce sujet-là, je pense que c'est très important. Il ne faut pas aller chercher à refaire la roue. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer les choses. On a des success stories qui fonctionnent parfaitement, non seulement dans les pays émergents, mais en Afrique. On a nos voisins africains qui, vous l'avez mentionné, des belles success stories au Nigeria, au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud, qui sont vraiment réussies et qui ont été possibles parce qu'il y a un cadre. Donc, on rentre dans notre cadre réglementaire, non seulement d'abord comparable aux autres pour pouvoir favoriser l'émergence, et puis surtout compétitif, pour que justement on puisse créer cet environnement qui soit incitatif. Et puis un point qui est important sur ce cadre réglementaire, moi je reviens sur le point qui est important, on reste, il n'y a pas beaucoup de pure players dans notre... ça ne veut pas dire que les banques ne sont pas les bienvenues, bien au contraire, elles servent de locomotive. On a un secteur financier qui est particulièrement fort et puissant. Je pense qu'il faut aussi, entre autres, accompagner ce secteur des fintech en créant un espèce de forum où on pourra, pour ces pure players, pour qu'ils puissent porter la voix de leur secteur, les besoins de leur secteur, de manière un peu indépendante, parce que ces pure players sont ceux qui sont le plus proches du besoin réel de cette population non bancarisée et qui fait partie de la grande majorité. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette thématique, de créer un espèce de forum pour ces partenaires. Deuxième point qui me semble important et pilier en termes de que faire pour accélérer, moi je pense que le e-gov peut être une excellente locomotive pour les fintech. C'est vraiment ce qui va faire le développement exponentiel. Ça a déjà commencé avec l'ID digital, avec la signature électronique. Ce sont des choses qu'il faut renforcer, mais de manière beaucoup plus forte. On a ces fameux flux de paiement entre le citoyen qui paye ses taxes, par exemple, et puis de manière plus forte, et on l'a vu pendant la crise du Covid, les gouvernements qui distribuent les aides et les prestations sociales au travers de ce... Ça, c'est un vrai catalyseur. Il faut se rattacher à la locomotive qui est le e-gov. C'est comme ça que les choses vont pouvoir passer à l'échelle supérieure. Et puis le dernier point, il faut, je pense que Zine va en parler, il faut donner des incentives, montrer que l'user expérience est beaucoup plus agréable pour le secteur privé pour qu'il puisse plus utiliser ces canaux-là de paiement. Vous représentez le secteur privé aussi. Je représente le secteur privé également. Et on a besoin de ces incentives pour que... Des incentives de quel... D'ordre fiscal. Fiscal. D'ordre fiscal pour pouvoir
massifier. L'objectif, c'est massifier, démocratiser. On n'arrive pas à passer à l'étape qui suit. Très bien. On reste à un niveau, malheureusement, assez embryonnaire. Mais pour pouvoir le faire, les moyens sont là. Il faut juste convertir. Voilà. Convertir. Mohamed Hourani, justement, convertir et cet écosystème. Parce que Mariam Zali disait qu'on ne va pas réinventer la roue et qu'on pourrait s'inspirer d'expériences. Et vous êtes justement, de par votre présence dans plusieurs pays, qu'en pensez-vous de l'évolution de notre écosystème? Mais surtout, puisqu'il nous reste très peu de temps, allons droit au but. Qu'est-ce qu'il faut à cet écosystème? Donc la première pierre, bien sûr, c'est le cadre réglementaire. Il y a aussi cette locomotive de e-gov qui a l'air d'avoir démarré grâce à la Covid-19, j'ai envie de dire, enfin grâce vraiment entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui manque à cet écosystème si on devait établir et définir la priorité ou les priorités des priorités? Je voudrais quand même permettre de rappeler une réalité importante qu'il faut mettre en tête absolument. On parle de fintech, on parle aussi de banque, mais je voudrais faire un peu le lien dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a trois types d'acteurs dans le monde du paiement, parce qu'on tourne autour du paiement à chaque fois, quel que soit le secteur, n'est-ce pas? Il y a, je dirais, les institutions traditionnelles, entre guillemets, les banques, qui ont beaucoup de qualités. D'abord, ils ont la confiance des citoyens de par la loi, mais ils sont aussi très solides financièrement, etc. À côté de là, on a les fintech qui ont deux grandes qualités. Premièrement, c'est qu'ils sont très très agiles par rapport au changement, par rapport à la compréhension des problématiques, etc. Et deuxièmement, ils sont très très innovateurs ou innovatrices en termes de business model, etc. Et puis à côté de ça, il y a les big tech aussi, il ne faut pas les oublier, les GAFA et autres, qui sont également des acteurs très importants. Alors ça a démarré par une concurrence directe entre les différents types. Aujourd'hui, on assiste à une collaboration. On fait un petit peu de la compétition. Et c'est la tendance, d'ailleurs, la crise Covid a favorisé ce rapprochement. Alors, pour le Maroc, je pense que l'essentiel a été dit. Moi, je voudrais juste rappeler le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes juste le lendemain de la présentation du nouveau modèle de développement du Maroc à Sa Majesté le Roi, qui a été entériné par Sa Majesté le Roi, et qui traite justement de cette problématique d'inclusion financière et de start-up. Je vous invite à lire le rapport, il y a des choses très intéressantes. Parmi les recommandations, il y a, pas le e-gov, on parle surtout de la commande publique. Il faut faire confiance à ces start-up, c'est très important. On parle aussi de le renforcement de l'infrastructure numérique. Aujourd'hui, on a un système de télécom qui est très bon, mais encore faut-il résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a pas mal de problèmes. Donc la NRT est interpellée à ce niveau-là. Commission spéciale sur cette question de réglementation des telcos au Maroc. Absolument. C'est l'une des recommandations aussi de la commission spéciale sur le nouveau modèle. Une des recommandations fortes aussi qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'encouragement de l'innovation. Parce que ça a été dit tout à l'heure, en fait, on ne peut pas innover sans R&D. Donc il faut qu'il y ait des incitations, par exemple un impôt recherche et développement, ça existe dans le monde entier. Aujourd'hui, la France, par exemple, 30% de la R&D faite en France, c'est des sociétés étrangères. Dans HPS, on fait un peu 10%. Notre R&D en France, 90% au Maroc. Au Maroc, on n'a aucune incitation. Donc je pense qu'il faut encourager la R&D. Et je terminerai par le plus important, les ressources humaines. Et les garder au Maroc. Franchement, Anna, il ne faut pas être chauvin. Aujourd'hui, dans HPS, à Casablanca, on a 16 nationalités. Quand on a besoin d'une compétence qu'on n'a pas au Maroc, on l'amène au Maroc. Il n'y a aucun problème. Et nous avons beaucoup de Marocains que nous avons dans nos filiales et ailleurs. Donc je pense qu'il faut préparer des ressources humaines, c'est clair. Les garder au Maroc, c'est mieux. Mais les perdre, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. C'est bien dit. Vous m'avez convaincu, sans chauvinisme aucun. Alors, je vais continuer peut-être le tour de table d'Idriss Bennouna. Complémentarité avec une fintech, CIH Bank. Vous avez parlé de l'accompagnement et de... Beaucoup de choses ont été dites qui touchent un peu, on va dire, le secteur de la relation fintech-banque. Comme vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez failli me poser une question et j'ai failli vous répondre. Donc, on ne voit pas de menace. Vous avez répondu quand même un peu. Un petit peu. Hein. On ne voit pas une menace au niveau du fintech, on est plutôt complémentaire. Et comme a dit Mohamed, on n'est plus dans la compétition, on est dans la complémentarité. Et aujourd'hui, effectivement, la réglementation a fait de grands pas ces 2 dernières années
pour faciliter le paiement mobile, la e-KYC, comme a dit Myriam. Et aujourd'hui, notre conviction au CIH, c'est que, ça a été dit aussi, il faut voir ce que font les autres, essayer de faire la même chose. Quand on voit la norme européenne qui est la DSP2, qui permet d'ouvrir les banques, et c'est devenu une obligation que les banques ouvrent leurs API aux fintech, nous on y croit fortement et on est en train d'investir là-dessus. En avance à la réglementation, comme a dit aussi tout à l'heure M. Diop, comme quoi c'est l'innovation et la technologie qui fait un peu bouger la réglementation. Donc on y croit au niveau de l'open banking. Nous on est en train d'investir sur l'open banking et on est en train de monter un batch avec un partenaire national pour lancer un concours d'innovation à travers nos API pour des startups à venir. Donc nous on y croit fortement et la réglementation normalement devrait suivre pour obliger toutes les banques à ouvrir aussi leurs API aux fintech. Hazim Sebata, alors du côté de Cash Plus, qu'est-ce qu'on fait justement pour plus d'inclusion financière? Alors, je vais distinguer inclusion financière et inclusion bancaire. J'insiste sur le financier. Oui, je sais bien, je sais bien, mais c'est parce que souvent on se dit que le Marocain, enfin, c'est le cas de plusieurs nationalités, ne sont pas assez inclus financièrement. Quand on parle de... Tout à l'heure, j'ai entendu un chiffre, 80% sont inclus... Sont bancarisés. Sont bancarisés. C'est le chiffre de Banque du Maghreb. Je vais le challenger. Ils ne sont pas avec nous. Non, je sais bien. En fait, ça a été une discussion qui a déjà eu lieu. Elle a soulevé le débat. En fait, le vrai taux est celui de la pénétration bancaire. C'est-à-dire quel est le nombre de Marocains qui ont un compte ou plusieurs comptes bancaires. Et là, on tombe à 34%. Absolument. C'est un autre taux, c'est une autre discussion. Tout à l'heure, ça m'a interpellé et en fait, le chemin est encore long pour que l'ensemble des Marocains, puisque c'est de ce pays dont on parle, l'ensemble des Marocains soient bancarisés. Par contre, ils sont inclus financièrement. Par ailleurs, ils ont d'autres moyens de transacter finalement financièrement. Par exemple, quand on parle du rural, par exemple, on a une problématique. On a une vraie problématique de pénétration bancaire, pour le coup, dans le rural. Quand on parle de 34% au Maroc, dans le rural, on tombe autour de 20%. Et quand on vous posez la question, donc, enfin, il y a eu des statistiques, une étude d'ailleurs qui a été commanditée par la Banque centrale il y a quelques mois. Dans le rural, la première utilisation, l'usage, le premier, c'est le transfert d'argent cash to cash. C'est pour ça que nous, on s'appelle Cash Plus. Donc les gens sont inclus financièrement dans le sens où ils utilisent des services financiers parce que pour un besoin X ou Y. Aujourd'hui, ils peuvent payer leurs factures à travers une agence, etc. Et là, on arrive à un autre point qui est la disponibilité de ces points de vente, parce que le Marocain est encore a envie de toucher l'argent, déjà en cash, mais a envie surtout de discuter avec des gens, d'avoir quelqu'un en face de lui. Il y a un lien avec l'analphabétisme, il y a un lien avec la confiance dans la technologie, il y a un lien avec la confiance dans l'écosystème, mais ça c'est une histoire d'éducation, et c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Il y a une histoire de capillarité. Dans le rural, toujours, à peu près, on est autour de 20%, je n'ai plus les chiffres en tête exacts, mais en tout cas moins de 30%, j'en suis certain, des communes rurales ont en leur sein une agence bancaire. Et donc, il y a une problématique d'accès, finalement, à ce service bancaire. Donc, j'ai parlé d'éducation, j'ai parlé d'accès, donc de capillarité. Et puis, il y a un troisième, en fait, ce que je suis en train de dire se transforme, je suis en train d'aller directement vers des recommandations, finalement. Et le troisième, c'est l'usage. Et effectivement, l'usage, je vais ouvrir une petite parenthèse. La stratégie d'inclusion financière au Maroc est portée par la Banque centrale. Ce n'est pas le citoyen qui l'a demandé. C'est une impulsion de la Banque centrale parce qu'on veut moins de cash en circulation, parce qu'on veut plus de traçabilité, c'est évident, parce que le cash a un coût, il est estimé à peu près à 7 milliards de dirhams par an. Oui, ok, c'est bon. Maintenant, il faut que le citoyen, on lui dise, voilà pourquoi, voilà les bénéfices que tu aurais. Nous, on a joué le jeu, un certain nombre d'acteurs ont joué le jeu, on a investi fortement, ça fait plusieurs années que nous investissons dans le secteur. Nous avons la chance chez Cash Plus d'avoir une jambe, un pied dans le cash et un autre pied dans le cashless. Donc, et finalement, c'est le premier qui finance le second.
Et pour les pure players, c'est compliqué d'avoir les deux pieds dans le cashless. C'est extrêmement compliqué. Et donc, cet usage, le citoyen marocain peine à le trouver. Peine à trouver un usage, parce que quand il va chez son commerçant du coin, il n'a pas envie, pour des raisons fiscales. Mais pas que pour des raisons, parce qu'il n'a pas envie, c'est une histoire de taux, d'abattement, etc. Non, il n'a pas envie d'être tracé, le gars. C'est-à-dire, le commerçant n'a pas envie d'être fiscalisé. Donc, si je m'adressais à la DGI, je leur dirais, ben, promettez-leur de ne pas les adresser pendant les prochaines années, mais j'ai un problème. C'est anticonstitutionnel, parce que pourquoi eux, on ne va pas les adresser, et les autres commerçants, on va les adresser. Donc, il y a une problématique d'usage. Le gouvernement a fait une tentative, effectivement, à travers l'IGOV. On a raté la distribution des aides Covid en 2000. On l'a raté dans le sens, on l'a distribué en cash. C'était une opportunité pour que les gens s'équipent. OK. Nous sommes en train de nous rattraper. Il y a une initiative qu'on appelle Taysir aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'aide aux parents pour maintenir leurs enfants scolarisés. Ça se faisait en cash. Aujourd'hui, ça va se faire à partir de ce trimestre-là, puis l'année d'après. Puis la rentrée 2021, ça va se faire à travers des envois vers des comptes. La CNSS est en train, la Caisse nationale de sécurité sociale est en train de faire un job également pour bancariser ou en tout cas inclure toutes ces personnes, notamment les commerçants, etc. Fine, ok. Nous sommes un acteur dans ce secteur. Et bien, je peux vous dire que l'écrasante majorité, si je dis un chiffre, ça va vous faire peur, qui reçoivent ces aides-là, les retirent immédiatement. Ils les retirent immédiatement et ceux qui ne les ont pas retirés, ils les ont retirés le lendemain. Donc, on a une problématique d'usage, ok, et d'où, alors, on va maintenir cash dans notre nom, parce que c'est ce qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, de vivre et de financer le reste. Alors, sur votre question sur qu'est-ce qu'on fait, on a autour de nous des startups également. Tout à l'heure, j'avais conclu en disant que nous avons été une startup orpheline et qu'il a fallu de l'avoir dit. Souvent, ces startups qui se définissent en tant que startup aujourd'hui ont des idées. Ne sont pas encore comme des véritables startups avec un véritable plan. Et ils ont un potentiel certainement. Elles mériteraient peut-être de mieux travailler leur offre, leurs produits pour rencontrer le marché. Le financement n'est pas vraiment une difficulté. Myriam, je pense que alors justement, Zine Dressi Khatouni va nous parler de cette question de financement parce qu'il vient, à travers Dabadoc, de lever des fonds. Alors, comment justement, est-ce que c'est facile? Parlons peu, parlons bien. On va être prétentieux, on va dire c'est facile. Non, je pense que toute start-up aujourd'hui a réellement des challenges à dépasser. Je pense qu'une start-up a besoin de réellement prouver son existence et donc répondre à un besoin, prouver qu'elle a un track record, prouver qu'elle a de bons KPIs pour attirer des investisseurs. Donc je pense que oui, d'une certaine manière, c'est facile parce qu'il suffit d'être bon dans ce qu'on fait, de répondre à un besoin et d'avoir ces KPIs pour attirer des investisseurs. Tant qu'on montre de la croissance, à ce moment-là, les investisseurs viennent. Maintenant, lever des fonds, avoir d'autres entreprises stratégiques dans le capital comme celui de Dabadoc aujourd'hui, ça a été réfléchi d'une manière assez stratégique. On est dans le health-tech, on a pour ambition, on est déjà présent dans 3 pays en Afrique, on a pour ambition d'aller vers d'autres pays subsahariens et avec la prise de participation des nouveaux actionnaires dans notre capital aujourd'hui, nous allons scaler beaucoup rapidement. Donc on va capitaliser sur leur présence dans ces pays-là pour nous développer encore mieux. Nous avons plusieurs synergies avec un des partenaires stratégiques qui vont nous permettre de renforcer notre position et de nous développer beaucoup plus rapidement. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs pour attirer des investisseurs dans notre pays. Bon, Madame Zairi Mrim a mentionné plusieurs éléments, notamment par rapport au cadre réglementaire, par rapport aux incitations fiscales, etc., qui sont clairement des leviers incontournables, parce qu'aujourd'hui, des investisseurs qui arrivent ont besoin d'avoir ces incitations pour investir dans des entreprises.
Donc il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Mrim disait il faut convertir, moi je dirais il faut opérationnaliser toutes ces solutions parce qu'elles existent, on les a proposées, il y a des documents qui ont été partagés avec les pouvoirs publics. On n'invente pas la roue parce que c'est des choses qui existent dans d'autres pays, des pays voisins et qui ont très bien marché, qui ont très bien fonctionné. Il y a un Startup Act en Tunisie aujourd'hui et les startups bénéficient de tous ces avantages. Donc elles sont dans une position où elles sont compétitives, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà du cadre réglementaire, au-delà des incitations fiscales, il y a un troisième volet qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est celui de la réglementation d'échange, qui est crucial pour l'internationalisation des startups. Aujourd'hui, une entreprise marocaine doit s'exporter si elle veut attirer des investisseurs de renom, des fonds d'investissement ou des investisseurs stratégiques. Le marché marocain, c'est chouette, mais les entreprises marocaines ont besoin de s'exporter, de prouver aujourd'hui qu'elles ont un marché beaucoup plus large. Et sur ce volet-là, il faut qu'il y ait une réglementation d'échange qui soit spécifique et qui soit adaptée à ces entreprises innovantes. Je parle en connaissance de cause, en ayant deux gros mastodontes dans notre tour de table aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a aussi ce troisième volet sur lequel il devrait y avoir des solutions. Mohamed Hourani veut intervenir, oui, justement là-dessus, parce que... cash, etc. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, le Maroc a lancé un système de paiement par mobile, un des plus avancés, un système totalement interopérable. L'identité de chaque compte mobile, c'est le numéro de téléphone tout simplement. C'est du paiement instantané, comme le cash. Donc je pense qu'on a un système dernier cri. Il faut qu'il démarre certainement, parce qu'il n'a pas encore bien démarré, mais je pense que toute l'infrastructure est là. Deuxième chose que je voudrais aussi apporter, c'est que tout le monde maintenant parle de la monnaie digitale de banque centrale. Il y a 80% des banques centrales dans le monde qui sont en train d'expérimenter donc la nouvelle forme de monnaie, donc la crypto-monnaie, mais disons souveraine. Monnaie régulée le ou Banque souveraine. Voilà, est également là-dessus. C'est clair qu'on va tendre vers une société sans cash. Il ne faut pas se poser trop de questions. Ça va prendre un certain temps, mais c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est inévitable. Je peux réagir juste à monsieur comme a 20 secondes. Vous avez parlé du mobile money qui existe déjà au Maroc depuis 2 ans, mais qui, à mon sens, vraiment peine à décoller. Oui, il décolle pas. On est à 1,5 million de wallets, mais en contrepartie, aujourd'hui, les commerçants n'acceptent pas. On est à 2,5 millions. 2,5 millions. Très bien. On va peut-être finir la discussion plus tard, parce qu'il faut bien qu'on clôt. Maktar Diop, juste peut-être, vu qu'on a terminé avec cette question de blockchain, on a parlé aussi de monnaie virtuelle, alors peut-être le nerf de la guerre, le financement. C'est fascinant comme conversation parce que c'est exactement ceux qui sont dans le secteur bancaire, je ne sais pas, Basel, vous vous souvenez, Basel 1, Basel 1, Basel 2, Basel 3. Et c'est pour répondre à ces questions qu'on a eu ces éléments de réglementation. Et je crois que la question de l'évolution de la réglementation du système financier et bancaire en particulier devra s'adapter à tout cela. Donc, que ce soit cryptocurrency, que ce soit P2P, que ce soit P2G, toutes ces nouvelles formes seront au centre des nouveaux types de réglementation. Donc, quand je parle de sandbox, ce n'est pas de dire qu'une réglementation aujourd'hui ne répond pas à un problème d'aujourd'hui. C'est comment le problème de demain, qu'on voit déjà à travers les startups que nous avons ici, nous prépare à cette conversation. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que toute la discussion sur les réglementations de demain seront menées autre part et seront répliquées dans le continent africain ou dans des pays émergents sans pouvoir prendre en compte le dynamisme qui existe déjà dans ces secteurs. Et c'est ça que je veux suggérer, qu'on puisse prendre en compte la réalité, le dynamisme qu'on voit ici, les problèmes qu'on résout ici. En termes de digital payment, les pays émergents, il y en a qui sont beaucoup plus avancés que les économies plus riches. Et c'est parce qu'il y a eu des besoins et des problèmes auxquels on devrait régler. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'infrastructure. Je pense qu'un des freins sur le développement des startups, ce sera l'infrastructure. Parce que les problèmes qu'on tentera de résoudre, pour la télémédecine, la télémédecine, à partir d'un certain moment, il faut vraiment des connexions qui aient une certaine vitesse. Sinon, on est limité dans ce qu'on peut faire.
Et il y aura d'autres applications de cette nature. AI, Artificial Intelligence, les data centers, travailler sur tout ça. Cette infrastructure, je pense qu'il ne faut pas la négliger. Quand même, sur l'ensemble du continent africain, on en est encore loin de ce qu'il faudrait faire. On a une opportunité aujourd'hui, on a les GAFA qui sont en train de mettre deux câbles sous-marins qui vont arriver. Il y a le Aquino et Phase2, de Facebook et Google, qui vont apporter beaucoup plus de redondance sur le système et de capacité. Mais on a encore des blocages dans les pays. Par exemple, le partage des infrastructures, la fibre noire, ce qu'on appelle la fibre noire. Combien sur le continent africain de fibres on voit installer qui n'est pas utilisée, qui est sous-utilisée, qui n'est pas utilisée et qui ne permet pas ainsi de développer toutes ces initiatives de start-up. Donc, il y a ça, et je suis membre de la commission UN Commission for Broadband Commission, où on discute de la question, de ces questions, et il y a encore beaucoup à faire, à mon avis, pour pouvoir augmenter la pénétration du haut débit dans les pays, et l'absence de haut débit limitera beaucoup, pour moi, le développement de la FinTech d'une manière ou d'une autre. Et donc, justement, vous avez mis le doigt sur un point important, ce qu'on appelle le financial divide et le numerical divide vont de pair à l'heure actuelle. Les pays qui auront eu cette division, ce gap numérique, auront le gap financier dans la population. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une convergence de plus en plus entre les deux. Donc, il est important de résoudre ce gap le plus rapidement possible pour qu'il y ait un accès de ces infrastructures de haut débit pour la plus grande partie de la population et qu'on puisse donc continuer cette innovation, sinon je crois qu'on pourra. Deuxièmement, c'est l'internationalisation des startups dans les pays émergents. Et un des obstacles, c'est le cadre réglementaire. Et je crois que le forum que vous suggérez pourrait être une bonne opportunité, non pas seulement d'avoir les gens du secteur privé qui se parlent entre eux, mais d'avoir les gens du secteur privé qui parlent aux gens du secteur public, non pas dans un pays, mais sur l'ensemble du continent. Alors, j'imagine une réunion où vous pourrez être en face de certains chefs d'État ou de certains décideurs sur le continent et avoir cette conversation qui permettrait justement d'uniformiser au cadre au niveau continental, on parle de l'Afrique ici, le cadre réglementaire qui permettra de faire du blockchain pour supporter un contrat d'exportation que vous avez du Maroc au Sénégal, du Sénégal en Afrique du Sud, et que le système bancaire et le système financier permettra de supporter toutes ces transactions de manière sécure. Je le rappelle encore, parce que je suis très inquiet sur la question de la cybersécurité. On n'en parle pas assez, et ça risque d'être un frein énorme au développement de la FinTech dans les pays émergents. Mais merci encore une fois, c'était vraiment un panel extraordinaire et j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos chers panélistes. Merci Maktar Diop d'avoir clos en beauté, d'avoir rappelé aussi, n'est-ce pas, le nerf de la guerre qui est la cybersécurité, parce que sans sécurité, bien sûr, tout part en fumée. Merci beaucoup. Merci à notre audience. Merci à vous, où que vous soyez, d'avoir pris le temps de nous suivre sur cette question importante pour l'avenir de l'inclusion financière, celle des FinTech et de l'innovation. Bonne journée.